Je jure que je n'avais pas prévu que ça aille aussi loin. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, aujourd'hui, je vais tomber amoureuse de mon père. Oh non! C'est arrivé comme ça. Après le décès de maman, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Au début, c'était juste des petites choses, des dîners sur le canapé, des soirées cinéma, parler de notre journée. Mais à un moment donné, entre le réconfort mutuel et la difficulté à survivre au silence qu'elle a laissé derrière elle, quelque chose a changé. J'ai commencé à le voir différemment, comme s'il n'était plus juste mon père. C'était un homme bon, fort et blessé. Et il était le seul à ne jamais m'avoir brisé le cœur. Je me souviens encore de la nuit où c'est arrivé. Le film. La façon dont il m'a prise dans ses bras quand j'ai commencé à pleurer. La façon dont il a frôlé mon front et ne s'est pas arrêté là. Et avant même de m'en rendre compte, c'était irréversible. Si vous voulez savoir où tout a commencé, comment nous sommes passés du réconfort à quelque chose dont on ne pourra jamais parler, écoutez jusqu'au bout. Je vais vous raconter exactement comment s'est passée la nuit où tout a basculé. Je m'appelle Lily, pour être honnête, je ne sais même pas par où commencer cette histoire. J'ai déjà effacé cet enregistrement 3 fois parce que, même maintenant, je n'arrive pas à croire que je vais avouer ce que je vais dire. Je ne suis pas une fille qui cherche l'attention. Je suis juste une femme qui a trop souffert, après ce qui s'est passé, je ne suis plus la même. Mon cœur a été brisé 3 fois. Pas le genre de chagrin d'amour où l'on pleure une nuit et où l'on passe à autre chose. Je parle du genre où l'on commence à douter de sa valeur, où l'on fixe son téléphone pendant des heures en espérant que la personne qui a promis de vous aimer pour toujours réponde enfin à un message. Le dernier m'a brisé le cœur. Il m'a trompé, m'a menti, m'a ignoré pendant 2 mois, puis est arrivé fiancé comme si de rien n'était. Après ça, je me suis dit que c'était fini. Plus jamais d'homme, plus jamais de chance. Si jamais j'avais besoin de parler à quelqu'un, je parlerais à mon père. Il a toujours été là, toujours gentil, toujours calme. Mon refuge, le seul homme qui ne m'a jamais laissé tomber. Mon père a perdu l'amour de sa vie. Ma mère est décédée d'un cancer du sein il y a 8 mois, depuis, il n'est plus le même. J'ai vu l'homme le plus fort que je connaisse s'effondrer de la manière la plus discrète. Je suis devenue son roc. Il est devenu le mien. Nous cuisinions ensemble. Nous faisions le ménage ensemble. Nous restions assis en silence ensemble. Ce genre de silence que seules 2 personnes brisées peuvent comprendre. Et quelque part dans ce silence, quelque chose a commencé à changer. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais c'était dans la façon dont je m'attardais quand je le regardais, dans la façon dont je cherchais son approbation, dans la façon dont il souriait quand il me disait que j'étais belle, même quand je ne m'étais pas douchée ni coiffée depuis des jours. J'ai commencé à le désirer, non seulement comme un père, mais comme un homme, et cela m'a effrayée. Mais j'ai refoulé ces pensées parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On enfouit ce qu'on ne devrait pas. On continue de sourire. On fait comme si tout allait bien. Mais un soir, nous regardions ce film que ma mère adorait et j'ai commencé à pleurer. Je me suis penchée vers lui et il m'a serré plus fort que jamais. Et quand je l'ai regardé, ses yeux me fixaient déjà, non pas comme ceux d'une fille, mais comme ceux d'une femme. C'était le début. C'était le moment où j'ai su. Quelque chose avait déjà changé entre nous et le pire, c'est que je ne voulais pas l'arrêter. Quand ma mère est décédée, la maison a changé. Je ne parle même pas des meubles ou de la décoration. Je veux dire l'odeur, les rires, tout avait disparu. Elle est décédée un mardi matin à l'hôpital. Je me souviens encore de la façon exacte dont mon père a murmuré, « C'est d'accord, ma chérie, tu peux partir. » Et j'ai regardé ma mère, ma meilleure amie, rendre son dernier souffle dans ses bras. Cette image m'est restée gravée dans la mémoire. Elle me hante encore. Après les funérailles, les gens arrivaient et repartaient. Les dames de l'église ont apporté à manger. Nous n'avons rien mangé. Les proches nous réconfortaient avec des paroles vides comme « Tenez bon, elle est dans un meilleur endroit ». Mais quand la dernière voiture est partie et que le silence est retombé dans la maison, c'est là que le vrai deuil a commencé. Quelques jours plus tard, je suis retournée vivre chez papa sans même y réfléchir à 2 fois. Il semblait aussi perdu qu'un homme qui ne savait plus comment vivre sans elle. Je ne pouvais pas le laisser là.
Les premières semaines ont été les plus dures, trop difficiles. Il parlait à peine. La plupart du temps, il restait assis près de la fenêtre, le regard perdu dans la rue comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Il a arrêté de se raser, de cuisiner, d'allumer la lumière, sauf si je le lui rappelais. J'essayais de faire en sorte que tout se passe bien. Je préparais le petit déjeuner, même quand aucun de nous n'avait faim. Je nettoyais la cuisine, triais le courrier, laissais la télé allumée juste pour que le silence ne nous engloutisse pas complètement. Mais les nuits étaient les pires. Je l'entendais pleurer à travers le mur. Pas fort, pas comme les sanglots qu'on voit dans les films. Non, c'était différent, silencieux, déchirant, le genre de pleurs qu'un homme pousse quand il essaie de tout retenir mais qu'il n'y arrive plus. Et je restais là dans ma chambre, retenant chaque larme toute la journée. Une nuit, je n'en pouvais plus. Je suis sortie du lit pieds nus et j'ai descendu le couloir. Je n'ai pas frappé. J'ai juste ouvert la porte et je suis entrée. Il était assis au bord du lit, torse nu, tenant une photo de maman entre ses mains. Son dos était affaissé, ses yeux rouges et, pour la première fois depuis sa mort, il paraissait vieux, fatigué, humain. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste approchée de lui par derrière. Il s'est figé un instant puis s'est effondré. Il s'est retourné et m'a attirée sur ses genoux comme il le faisait quand j'étais petite. Je ne m'étais pas assise comme ça depuis des années, mais c'était naturel, familier. Il a pleuré sur mon épaule. J'ai serré sa tête contre mon cou et je l'ai laissé s'effondrer. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Finalement, j'ai murmuré, « Elle me manque aussi, papa. » Il a simplement hoché la tête, la voix tremblante, elle était tout pour moi. Je me suis écartée et je l'ai regardé. Ses yeux étaient humides et fatigués, mais dans son regard, il y avait quelque chose de plus profond. Pas de luxure, pas de désir, juste une connexion. Une connexion brute, sans filtre. Cette nuit-là, je ne suis pas retournée dans ma chambre. Je suis restée dans son lit, blottie contre lui. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous n'avons franchi aucune limite, mais j'ai posé ma tête sur sa poitrine et la façon dont il serrait ma main dans ses bras forts, rassurant, comme s'il avait peur que je disparaisse moi aussi. À partir de cette nuit-là, les choses ont changé. Pas de façon dramatique, c'était plus subtil. J'ai commencé à passer plus de temps dans sa chambre. Nous parlions jusqu'à 5 heures du matin, surtout de souvenirs d'enfance, de sa première rencontre avec maman, la première fois où elle a cuisiné pour lui et où elle a failli brûler le poulet, la nuit où il l'a demandé en mariage sous la pluie. Il souriait à travers ses larmes en racontant ses histoires et je riais même en pleurant. Mais chaque histoire qu'il racontait me rappelait à quel point l'amour pouvait être profond. Et j'ai commencé à me demander si j'aurais un jour quelque chose comme ça ou si je ne faisais que courir après une déception amoureuse, essayer de combler un vide qu'aucun homme ne pourrait jamais combler. Je me souviens d'un après-midi, nous étions assis sur la véranda. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur son visage. Il avait l'air paisible et beau, plus que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Je me suis surprise à le fixer et cela m'a fait peur. J'ai rapidement détourné le regard, faisant semblant de réajuster ma couverture, mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait déjà commencé à changer et je ne savais pas comment l'arrêter. C'était un samedi soir. La maison était silencieuse. Il pleuvait encore. Il pleut toujours quand il se passe quelque chose d'important, n'est-ce pas? Il venait de sortir de la douche, enveloppé dans une de ces serviettes extra larges qui tenaient à peine en place. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en bas, mais il était assis sur le canapé en train de lire quelque chose sur son téléphone. La télévision était allumée, tamisée. La pièce était plongée dans la pénombre, à l'exception de la lueur de la lampe à côté de lui. Ses yeux se levèrent dès que j'entrai et il me regarda. Il ne se contenta pas de me regarder. Nos regards se croisèrent et dans ce silence, tout ce qui s'était accumulé entre nous ces dernières semaines restait là, lourd, inexprimé. Il ne dit rien. Moi non plus. Je passais devant lui, l'atmosphère changeant, ses yeux me suivant, mon propre cœur battant la chamade par endroits que je n'aurais pas dû remarquer. Je suis allée à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et puis, comme si quelque chose me retenait, je me suis retournée et revenue vers lui. Toujours silencieux, il posa lentement son téléphone. Ses yeux croisèrent les miens,
presque comme s'il me demandait la permission sans dire un mot. Et j'ai hoché la tête, à peine. Il a ouvert les bras lentement, avec hésitation, et je m'y suis blottie. Au début, ce n'était qu'une étreinte familière et rassurante. Sa main reposait sur le bas de mon dos, ma joue pressée contre sa poitrine, son cœur battant la chamade. Le mien s'emballait, mais il s'est penché en arrière juste assez pour me regarder. Son pouce a effleuré ma joue, ses yeux cherchant les miens. « Tu es si belle », a-t-il murmuré, à peine audible, presque effrayé de le dire. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait parce que, quand ses lèvres ont frôlé les miennes, j'ai répondu comme si aucun de nous deux ne voulait l'accepter. Mais aucun de nous deux ne voulait que ça se termine. C'était la première nuit, la nuit où nous avons franchi la limite. Et si vous m'écoutez encore, ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. C'était un samedi soir tranquille, la pluie tambourinant contre les fenêtres. Une odeur persistante du dîner, le genre de nuit qui vous marque. Je suis descendue vêtue d'un de ces vieux t-shirts doux, assez grands pour m'engloutir. Je n'avais pas l'intention de le porter devant lui, mais je ne me suis pas retournée non plus. Je me suis dit qu'il était inoffensif. Il était sur le canapé, son téléphone à la main, discrètement absorbé par un film que maman adorait. Dès que je suis entrée dans la pièce, il a levé les yeux et je n'oublierai jamais la façon dont son regard s'est attardé sur moi. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas encore grave, mais ce n'était pas tout à fait normal non plus. Non, je n'ai rien dit. Je suis simplement allée à la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau dont je n'avais pas vraiment besoin. Mais même depuis l'évier, je sentais que l'atmosphère avait changé entre nous. Il n'a pas dit un mot. Je n'ai pas demandé pourquoi. Quand je suis revenue, je ne suis pas montée. Je me suis assise à côté de lui. Le silence entre nous n'était pas pesant. Il était doux, comme si nous savions tous les deux que quelque chose allait se produire. Mais aucun de nous ne voulait le rompre. Puis sa main, doucement, sans forcer, sans précipitation, juste un simple réconfort, peut-être une familiarité, mais dans ce moment de calme, c'était plus que ça. Il m'a regardé et a dit doucement, « Tu veux que je m'arrête ?» Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas seulement vu mon père, j'ai vu un homme. Un homme que j'avais aimé toute ma vie. Un homme que je connaissais mieux que quiconque sur cette terre. Et j'ai secoué la tête. Non. C'était le moment où la ligne a disparu silencieusement sans prévenir. Nous nous sommes penchés l'un vers l'autre au même instant, sans un mot, sans plan, juste deux personnes cédant à quelque chose qui couvait en nous depuis des semaines. Doucement au début, assez longtemps pour reculer, assez longtemps pour hésiter. Mais une fois que ça a commencé, c'était comme si tout ce qui était non dit jaillissait d'un coup. La douleur, la solitude, le besoin désespéré d'être près de quelqu'un qui comprenait vraiment mon cœur. Nous n'avons rien dit, pas pendant que ça se passait, ni immédiatement après. Nous sommes simplement restés assis l'un à côté de l'autre, nos têtes appuyées l'une contre l'autre, respirant le même air. Et cette nuit-là, je suis restée là, non pas sur un coup de tête, mais parce que c'était le seul endroit au monde où je ne me sentais pas brisée. Je sais ce que vous pensez. Et oui, nous avons franchi une ligne, pas seulement émotionnellement, mais de la manière la plus silencieuse et déroutante qui soit. Ce n'était pas fougueux ni imprudent. C'était lourd, sincère, comme deux personnes essayant de trouver un sens à quelque chose dans un monde qui s'était effondré. J'entends encore sa voix de cette nuit-là. « Je suis désolé », murmura-t-il. Je lui ai dit la même chose, mais on ne s'est pas séparés. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, alors que ce n'était pas une erreur, que nous pouvions faire comme si de rien n'était. C'était un tournant, un moment qui a tout changé. Je me suis réveillée dans son lit. Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié où j'étais. J'ai oublié ce qui s'était passé. Mais je me suis retournée et il était toujours là, les yeux ouverts, fixant le plafond comme s'il n'avait pas dormi du tout. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous sommes restés allongés en silence sous les mêmes draps. Mais à des kilomètres l'un de l'autre dans nos pensées, je sentais la tension dans l'air. Pas de colère, pas de honte, juste du poids. Comme si nous retenions tous les deux notre souffle, essayant l'irréparable. Finalement, il a parlé, « Tu as faim ?»
J'ai hoché légèrement la tête. Nous nous sommes habillés séparément en silence. Et nous nous sommes retrouvés dans la cuisine comme si c'était un matin comme les autres. Mais rien n'était pareil. Il a versé du café. J'ai fait griller du pain. Nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre comme des étrangers prenant garde à ne pas se regarder trop longtemps. À un moment donné, nos mains se sont frôlées lorsque je lui ai tendu le beurre. Nous nous sommes figés tous les deux. Puis avons détourné le regard. Cela a fait plus mal que je ne l'avais imaginé. Il était assis en face de moi à table, remuant sa tasse encore et encore, même après que le sucre se soit dissous. Je savais qu'il cherchait ces mots. Moi aussi. Mais par où commencer? J'ai dit, nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant. Il a hoché lentement la tête. Je ne veux juste pas te faire de mal. Et tu ne m'as pas fait de mal, ai-je murmuré. Pas comme tu le penses. Mais le silence qui a suivi était plus pesant que n'importe quelle dispute. Nous avons continué notre journée à faire le ménage, plier le linge, regarder les informations, faire semblant, mais derrière chaque petit geste se cachait une compréhension partagée. Nous avions franchi une limite que nous ne pouvions plus refranchir et aucun de nous deux ne savait encore ce que cela signifiait. Cette nuit-là, je suis restée seule dans ma chambre, mais je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, me demandant comment quelque chose qui avait semblé si réel, si tendre, pouvait maintenant ressembler à une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Je voulais lui parler, lui demander à quoi il pensait, s'il le regrettait, s'il me voyait encore de la même façon, mais j'avais peur de connaître la vérité. Alors, je suis restée silencieuse. Et lui aussi. Et d'une certaine manière, cela m'a fait plus mal que tout. Pendant des jours, nous n'avons pas parlé de cette nuit, pas une seule fois. Nous avons repris nos habitudes. Dîner ensemble, télévision, bavardage, mais tout semblait faux, comme un film où le son ne correspond pas à l'image. Parfois, je le surprenais à me regarder alors que je croyais ne pas faire attention. Son regard s'attardait sur le mien une seconde de plus et je détournais les yeux, le cœur battant la chamade, l'estomac noué. Je commençais à douter de tout. Je l'aimais, il le regrettait. Il me haïssait de ne pas l'avoir arrêté. Je me haïssais. Certaines nuits allongées dans mon lit, je revivais tout, chaque toucher, chaque regard, chaque mot et je pleurais non pas parce que j'avais tort, mais parce que je ne savais pas ce que cela signifiait. Était-ce de la douleur, de l'amour ou n'étions-nous que deux êtres solitaires essayant de survivre? Encore une fois, un soir, j'ai enfin trouvé le courage de parler. Nous plions du linge dans le salon, une chose que nous faisions toujours ensemble. Il pliait silencieusement une de mes chemises quand j'ai dit « Papa ». Il leva les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il me fixa longuement, puis il s'assit lentement. « Je ne sais pas, dit-il. Je repense à cette nuit tous les jours et je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que je ne regrette pas d'avoir été près de toi. Je ne sais juste pas où nous allons à partir de maintenant. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots et je ne pus répondre non plus car je ressentais exactement la même chose. Nous restâmes assis en silence à nouveau, pas froid, juste perdus. Je le regardais et murmurais. « Alors et maintenant ?» Il ne répondit pas. Et le pire, je ne savais pas non plus. Alors maintenant, je suis ici à raconter cette histoire à des gens que je n'ai jamais rencontrés parce que je ne sais pas à qui d'autre demander. Que faire ? Nous n'avions pas l'intention de franchir cette limite, mais nous l'avons fait et maintenant nous sommes coincés dans cet espace confus entre réconfort et culpabilité. Amour et perte. Je lui en reparle. Je fais comme si rien ne s'était passé. Ou est-il possible que ce que nous avons partagé ait été réel? Simplement né d'un mauvais endroit. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez car je ne suis plus sûre de pouvoir me fier à mes propres pensées. Si c'était vous, que feriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires.